Ça vous est certainement déjà arrivé. Une situation survient et une petite voix en vous vous murmure: T'es pas prêt, t'as pas ce qu'il faut, t'es pas assez formé pour ça, t'as jamais fait ça, tu vas te planter, tu réussiras pas. Cette petite voix-là, c'est l'imposteur dans votre cerveau qui déploie ses ailes, bombe le torse et essaie de vous faire dérailler. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un syndrome de l'imposteur qui se fait aller en direct. Et puis, on va faire une expérience sur un être humain. On va regarder un Go Pirate Canada? Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Vos pirates barbus préférés ne cessent de répéter que la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur syndrome de l'imposteur, ils ne le craignent pas. Ils l'ont muni d'une selle et le chevauchent tout bonnement en levant leur sabre dans les airs et en éructant un cri de guerre. Le syndrome de l'imposteur ne s'en va pas, mais il n'est pas obligé de vous faire peur. Voyons un peu comment apprivoiser cette bête étrange qui nous hante tous un jour ou l'autre. Bon, vous avez peut-être remarqué, je suis chez Maurice, mais je suis pas vraiment chez Maurice, c'est un green screen, pour ceux qui nous regardent en vidéo. La raison pour ça, c'est parce que Maurice est encore pas là aujourd'hui. Et dans le fond, Maurice a des problèmes de santé. Et qui mieux que Maurice pour vous expliquer exactement ce qui se passe? Donc, Maurice vous a préparé une petite capsule qu'on écoute immédiatement. Bonjour les pirates, ici Maurice. Comme vous avez pu le remarquer, je ne fais plus partie de l'émission Go Pirate, puis ça va continuer comme ça pendant un certain temps, parce que je suis en arrêt de maladie prolongée. Au cours des fêtes dernières, on m'a diagnostiqué un lymphome, qui est un type de cancer traitable. Donc, je vais passer mes prochains mois sur ces traitements-là, puis vous revenir en forme un peu plus tard. En parlant avec Olivier, on a décidé que ce serait bon que je fasse une petite capsule comme ça toutes les semaines, tant que je serais capable de le faire, pour parler de qu'est-ce que c'est que de vivre avec le cancer, pour qu'on puisse normaliser les conversations autour de la maladie. Parce que ça affecte énormément de gens. Puis si on n'a pas été affecté directement, on ne sait jamais trop quoi faire avec ça. Je suis un des excellents exemples de ça. Par le passé, j'ai jamais vraiment su quoi dire aux gens qui m'annonçaient qu'il y avait le cancer. J'ai jamais su comment agir autour d'eux autres. C'est correct. OK. D'abord, il n'y a rien que vous pouvez faire. Faites juste prendre l'information. Euh, donc, vivre avec ça, c'est pas nécessairement évident, surtout que c'est encore dans les débuts. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de résultats de mes tests qui ne sont pas rentrés. Donc, on a encore beaucoup d'interrogations. On ne sait pas à quel stade je suis. Le cancer, ça progresse selon 4 stades. Tout a la forme d'être un lymphome, mais on n'a pas la confirmation encore, ou ni même le type de lymphome, qui va venir avec les résultats de la biopsie, que j'attends d'ici une journée ou deux. Vivre au quotidien à ce moment-ci avec le cancer n'est pas le fun, mais l'expérience va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ils n'ont aucun symptôme jusqu'à temps qu'il soit très, très tard. Pour d'autres, ça arrive beaucoup plus vite. J'ai été chanceux dans ma malchance parce que mon symptôme principal est une boule qui a commencé à pousser dans mon torse, qui emprisonne ma trachée puis mon aorte et qui pousse sur un de mes poumons au point de l'écraser. C'est-à-dire que c'est tellement impossible à manquer. Je sais que c'est là. Et la raison pour laquelle j'ai été malade la majeure partie de l'année dernière, c'était ça. Maintenant que j'ai pu voir visuellement de quoi ça a l'air à l'intérieur, je comprends beaucoup plus toutes les sensations que j'ai vécues ces derniers temps. Avec ça, il y a d'autres effets secondaires. On s'entend, j'ai une fatigue extrême qui fait que présentement, je suis en train de dépenser toute mon énergie pour la journée. Puis dès que je vais avoir fini cette vidéo-là, croyez-moi, je vais être assis devant la télé jusqu'à temps que je vais me coucher à 6 heures ce soir. J'ai perdu énormément de poids. Au cours des 6 derniers mois, j'ai perdu 50 livres. C'est un 22-23 kilos là, pour nos amis européens. C'est beaucoup, surtout pour un gars qui n'a pas arrivé à perdre quoi que ce soit en 10 ans. J'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de sueur nocturne. Bref, j'ai la série. Et puis ça, c'est avant même que mes traitements commencent, avant de pirer avec les traitements. Mais j'ai quand même hâte qu'ils commencent parce que les traitements vont aussi faire que ma boule va se mettre à diminuer, puis je vais être capable de vivre un petit peu mieux. Maintenant, combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Il y a des gens qui vont répondre très facilement au traitement, puis que la maladie va disparaître assez vite. Pour d'autres, ça va être plus long. Il peut y avoir plusieurs rounds de traitement. Ça se peut que ça disparaisse puis ça revienne plus tard. Donc, c'est quelque chose auquel il faut apprendre à vivre. Ça fait pas très longtemps que j'ai été diagnostiqué, donc je suis encore en train de digérer tout ça. Il y a encore beaucoup d'inconnus, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est pas particulièrement plaisant.
Hein, c'est dans une situation, avec le genre de personne que je suis quelqu'un qui agit. Hein. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir un plan d'action, puis de le mettre en œuvre. Présentement, on est encore en train de voir ce qui se passe. C'est achalant, c'est long, je tourne en rond. Ben, pas beaucoup parce que je bouge pas beaucoup, honnêtement. Euh, mais le moral est là. Puis je sais qu'on va passer au travers. Je sais que c'est guérissable. Je sais que mes chances sont excellentes. Donc, donc c'est ça. Je vais essayer de passer à toutes les semaines, donner un état d'avancée de ma maladie. Puis, si possible, pouvoir discuter un peu avec Olivier de comment est-ce que c'est, puis de rendre ça un peu plus léger. En même temps, ça peut vous donner à vous qui n'avez pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui a eu le cancer dans son entourage, d'apprendre un petit peu quoi dire et quoi pas dire aux gens qui sont cancéreux. Ça va être une bonne chose parce que je suis le premier à pouvoir dire, je ne l'ai jamais appris. J'ai eu des gens qui ont eu le cancer dans mon entourage et maintenant, je m'aperçois que je me suis mis le pied dans la bouche pas mal. Donc, on va pouvoir discuter tout ça de façon assez légère, rassurez-vous. Puis, vous allez pouvoir me voir aller mieux tranquillement, pas vite. Donc, j'aimerais finir cette semaine en remerciant tous ceux qui m'ont envoyé leurs meilleurs vœux. Ceux qui ne l'ont pas fait, sentez-vous pas coupable, c'est bien correct, j'en ai eu bien assez comme ça. Euh, Fait que c'est ça qui est ça. Je vais essayer de repasser, puis j'essaie d'être assez en forme, d'avoir assez de renseignements pour que ce soit intéressant comme conversation. Pour le moment, ben, je vais retourner sur mon divan parce que honnêtement, je ne bouge pas beaucoup de là ces temps-ci. Puis ben, je vous souhaite une bonne année, puis beaucoup de santé. Puis dites-vous une chose, si vous vous sentez vraiment pas bien, allez voir le médecin. S'il ne s'occupe pas de vous comme il faut, poussez un petit peu plus. Depuis le printemps qu'on me dit que j'ai probablement long COVID, tout ce qu'il a fallu, c'est que quelqu'un prenne 2 secondes à faire une radiographie pour s'apercevoir que c'était pas mal plus grave que ça. Ça aurait pu être diagnostiqué au printemps passé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein? Donc, soyez prudents avec ça. Faites attention à vous, puis on se revoit bientôt. Bon, ben maintenant que vous avez eu la nouvelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on va souhaiter à Maurice un prompt rétablissement. Et puis, ben, il va venir nous voir de temps en temps parce que vous savez, Maurice ne peut pas juste rien faire. Donc, aujourd'hui, hein, j'ai dit qu'on faisait une expérience sur un être humain. Mais on reçoit un pirate en règle, hein, un vrai pirate qui est aussi un membre Patreon, hein, de notre Patreon. Donc, Sylvain Van der Kamer. Comment ça va? Ça va bien et toi, Olivier? Ça va très bien. J'aime beaucoup comment on s'est retrouvés à venir se parler ici. C'est-à-dire, on a annoncé hein, dans notre groupe aux pirates que Maurice était malade et les gens se sont portés volontaires pour venir faire le show avec moi parce qu'ils voulaient que le show continue. J'apprécie énormément. Et toi, tu es venu me voir et tu m'as dit, j'aimerais ça, mais je sais pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. Donc, le sujet s'est trouvé assez naturellement. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter rapidement d'où viens-tu professionnellement, mais aussi géographiquement, parce que c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui n'est pas du Québec. Puis où Ouais. vas-tu professionnellement? Alors, moi, j'habite en France, à Nantes, donc c'est dans l'ouest de la France pour ceux qui visualisent. Je vais pas rentrer dans le débat si ça fait partie de la Bretagne ou pas, parce que je vais m'opposer avec certaines personnes, mais c'est pas grave. Euh, je suis dans l'IT depuis 4 ans. Et avant, je faisais un métier qui avait rien à voir. J'étais kinésithérapeute, donc au Canada, ça fait physio. Mhm. J'étais physio et j'étais prof de physio aussi en même temps. Et j'ai dû me reconvertir dans l'IT pour des raisons personnelles. Et bah du coup, c'est pas évident parce que j'ai fait juste une formation de 3 mois avec Pôle Emploi, donc c'est pour les chômeurs, hein, où on nous a donné les bases pour devenir développeur et direct après, j'ai débarqué dans ma première boîte et on m'a dit, t'as fait quoi? 3 mois de dev Java? Ouais, ok. Donc tu vas faire du DevOps. Ok. Donc, c'est un autre bel exemple de syndrome de l'imposteur. Finalement, tu es un expert en imposture. C'est à Alors toi que je parle. je sais pas si je suis un expert dans l'imposture, mais disons que
Non, je suis expert en syndrome de l'imposteur plutôt. Ouais, 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 c'est ce que je Pas, voulais dire. pas expert de l'imposture, c'est pas la même chose. Bien sûr. Ben, il y en a qui s'assument très bien là-dedans. Mais là, quand on parle du syndrome, effectivement, on a l'impression qu'on en est un. Et Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'une des premières fois où on te parlait en personne, Maurice et moi, tu nous demandais notre aide un petit peu parce que tu voulais faire une conférence, ta première en fait, hein? ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais organiser une conférence pour l'Agile Tour de Nantes et c'était ma première conférence. Bah, le syndrome de l'imposteur d'un point de vue pro, je l'ai moins depuis un an. Mm. Parce que maintenant, vu que je suis plus expert, etc., dans ce que je fais, même si je fais plus du DevOps, hein, j'ai eu le temps de changer entre-temps. Euh, c'était compliqué. Et vu que j'adore l'agilité et que j'ai connu l'IT que en mode agile, et je me suis toujours super intéressé à l'agilité et du coup, je voulais faire une conférence dessus parce que j'ai créé une communauté de pratique au sein de ma boîte et je voulais faire un Rex dessus, sauf que c'était autour de la valeur et je me disais, bah ouais, mais quel poids j'ai pour parler d'une définition de la valeur alors que je connais des gens qui Qui en animent un parle un podcast, peu trop souvent, qui en ouais. parlent un peu mieux. Et donc, c'est vrai que je vous ai contacté comme ça sur LinkedIn en disant, ouais, en fait, ça serait possible de m'aider, j'ai besoin. Alors au Ouais, départ, j'ai demandé un extrait vidéo de votre part, mais en fait l'extrait ne me correspondait pas et du coup, je vous ai demandé gentiment et vous avez accepté très gentiment, Maurice et toi, de bien vouloir faire une vidéo spéciale juste pour mon besoin et c'était super chouette parce que c'était une super rencontre aussi mhm. au niveau humain et tout ça. Donc Ouais, voilà OK. quoi. Donc, je trouve ça super intéressant parce que là, t'es arrivé dans l'informatique, tu étais junior, dans un monde que tu connaissais pas. Et en plus, tu t'intéressais à l'agilité, tu es allé donner des conférences. Et puis là, tu es sur notre balado, toutes des choses que tu faisais pour la première fois, dans le fond, et tu as survécu. Donc, Allez. allez, bien sûr, personne n'est mort de son syndrome de l'imposteur. Non. Mais c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. OK? Donc, c'est intéressant. On a quelqu'un qui c'est la première fois qu'il passe un balado, qui va être sur YouTube aussi, et qui va nous parler de comment il se sent. Mais on va donner aussi, bien sûr, des trucs. On a quelque chose en commun aussi. Hein? La première fois où j'ai solidement hésité à juste annuler quelque chose parce que je me sentais imposteur, c'était quand j'ai donné ma première conférence également. Et les deux, on a survécu avec brio. Hein? Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, mais avant d'aller plus loin, sachez qu'on a, Maurice et moi, hein, mais qu'on soit en santé ou fatigué ou peu importe, ou complètement débordé, on trouve quand même le temps de faire des choses comme écrire un livre. Donc, et on adresse entre autres le syndrome de l'imposteur dans le livre, le livre qui s'appelle Le Manuel Pirate, comment vous réapproprier votre carrière. Non, comment faire émerger le pirate en vous et vous réapproprier votre carrière. Syndrome de l'imposteur, ça arrive à tout le monde. Et on donne un paquet de trucs pour vous réapproprier votre narratif et puis faire taire votre syndrome de l'imposteur. Donc, je vous invite à aller voir ça, gopirate.com. Et il n'est pas très cher, en ce moment disponible en PDF. Mais au moment où on se parle, on enregistre le 13 janvier. Je viens d'annoncer ce matin que la version copie s'en vient très bientôt. J'en ai une qui s'en vient chez nous. Et on va pouvoir faire l'assurance qualité, donner le feu vert et faire livrer ça à tous ceux qui les ont déjà achetés. Donc, je suis très heureux de vous donner cette nouvelle-là pour ceux qui écoutent. Donc, voyons un petit peu. Je suis très curieux de voir pour quelqu'un qui, tu sais qu'on a beaucoup parlé de syndrome d'imposture, toi et moi, depuis qu'on se connaît. Euh, Qu'est-ce qui te prend de vouloir faire une conférence sur un sujet qui n'est pas ton métier? Parce que, je veux Alors, dire, le syndrome de l'imposteur devrait empêcher ça. ouais, mais alors que- comme dirait ma femme, je suis bizarre. Enfin, je suis complexe. Ouais. Ouais. En fait, j'aime les challenges et l'agilité, même si c'est pas mon domaine parce que je suis pas coach. Alors, je suis quand même certifié Scrum. Bon, Ouais, OK. euh, j'ai travaillé en safe aussi, donc je connais quand même. Et dans mon métier actuel, je fais beaucoup de gestion de projet, d'accompagnement de gestion de projet, que ce soit des cycles en V, de l'agilité, etc. Et justement,
je pense que je me suis approprié cette vision parce que je suis out of the box, justement. Ouais. J'ai pas connu le cycle en V ni rien. Et pour moi, l'agilité, c'est tellement évident que voilà. Et, et je voulais justement faire une conférence sur la communauté de pratique parce que c'était un challenge perso. J'avais envie de raconter un peu ce que j'avais fait et de partager. En fait, c'est juste du partage, un peu comme cette balado aujourd'hui Mhm. qu'on fait ensemble. J'aime bien pouvoir partager les choses avec les gens. Alors, généralement, en one-to-one, je fais moins en conférence et tout, mais en même temps, c'est des défis perso qu'il faut savoir se lancer et c'est challengeant et j'aime pas la routine dans le boulot. Donc, Mhm. justement, moi, même si j'ai le syndrome de l'imposteur, en fait, ça va encore plus me motiver pour le dégo, enfin, pour justement mettre la selle et faire waouh! Ouais. Mais c'est à partir du moment où on se rend compte qu'on le vainc une fois, hmm, on se rend compte après ça que ben, ça fait pas mal. Et c'est un Ouais, peu comme ben, tu sais, dans le domaine de l'informatique, hein, si on ne fait pas de mise en prod très, très souvent, ça fait mal quand on le fait. Mais plus on le fait souvent, moins ça fait mal. Puis à un moment donné, on le fait au quotidien. Tu sais. Et ouais, faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire, c'est un peu la même chose. et je pense que ça vient de mon parcours aussi, parce que bon, j'étais super junior. Comme je te disais, ma première mission, c'était du DevOps. Et en gros, j'ai appris en travaillant, en fait. Et on m'a fait confiance dans le sens où je faisais plein de trucs. Mais à chaque fois, c'était le défi, quoi. C'est bah maintenant, il faut faire ça. Maintenant, il faut faire ça. Ok, bah on y va. Alors, et du coup, vu qu'au départ, j'étais épaulé, bah, ça te permet de prendre confiance aussi et de te dire, bah certes, je sais pas faire. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je suis accompagné. Oui. Je Ah, suis ben pas ça, tout c'est seul. un excellent point. Comment on dit ça, de diffuser le risque, de diviser le risque. Hein? C'est ça, ouais. C'est un des premiers trucs qu'on donne, en fait. Hein? Puis en fait, c'est ce que tu as fait aussi avec nous, en te disant, ben, si j'allais parler de valeur sur la scène, tu disais quel poids j'ai. Donc, tu es allé, dans le fond, nous chercher pour qu'on puisse nous donner un poids sans être présent physiquement, évidemment, avec une vidéo, mais pour donner du poids. Et évidemment, tout le risque sur ce que tu proposais sur la valeur est tombé sur nos épaules, mais alors qu'on n'était même pas là. Tu sais? Parce qu'on a fait des déclarations et puis ben, les gens devaient ou bien nous croire de bonne foi ou bien venir nous parler s'ils ne sont pas d'accord. Et que ça a un peu divisé le risque malgré notre absence. C'est intéressant. Ouais, c'est ça exactement. Il faut savoir. Je pense que c'est comme tout, c'est comme dans la vie personnelle. Il faut savoir pouvoir s'appuyer sur les personnes qui peuvent t'aider en fait. Et c'est comme ça que tu grandis et que tu grandis plus vite aussi et que tu évolues plus vite. C'est comme une sorte de mentorat. Moi, dans mon ancien métier, je m'occupais des étudiants aussi. Je faisais du tutorat, du mentorat, etc. J'étais directeur de mémoire aussi pour leur fin d'études. Donc, ça permet, enfin, tu, quand tu as quelqu'un en qui tu peux faire confiance et qui t'aide vraiment naturellement et qui est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues et que tu trouves cette bonne personne, c'est là où tu grandis encore plus vite en fait. Ouais. Ça, c'est vrai pas juste quand on a un syndrome de l'imposteur, mais en général, hein, dans sa carrière, bien s'entourer, c'est très Oui, bah oui, important. Mais c'est. Mais honnêtement, pour tous ceux ils ont une entreprise là, qu'ils hésitent à faire, hein, parce qu'ils se disent, je suis peut-être pas assez bon, entourez-vous. Entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait. Entourez-vous, au pire, de gens qui savent mieux que vous. Hein. Puis eux, si eux n'ont pas peur, ça va aussi diffuser le stress qu'on a. Moi, la première conférence que j'ai fait professionnellement, et puis c'était pas rien, c'était Agile Tour à Sherbrooke, donc la troisième plus grande ville du Québec. Et j'ai accepté, et 10 minutes après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ruiner ma carrière. Ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis allé voir mon patron, à l'époque, qui avait déjà fait des conférences, et je lui ai dit, veux-tu venir la faire avec moi? Ça, c'est le premier excellent point, honnêtement. À partir du moment où il a dit oui, j'ai eu le stress a disparu jusqu'à la veille de la conférence, quand même.
Mais le deuxième truc aussi, c'est que je me disais, mais là, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein. Ça faisait quoi, un an et demi que j'étais Scrum Master à l'époque, puis je m'en allais parler d'agile. Il va y avoir des experts bien plus avancés que moi dans la salle. Ils vont pouvoir me rabrouer, ils vont pouvoir me dire que j'ai tort. Donc, il faut trouver un sujet où ils ne pourraient pas me dire ça. Et ça, c'est le deuxième truc que j'ai tout de suite à vous donner. Hein. Si vous avez à vous avancer, puis c'est pas nécessairement dans une conférence, hein. Je veux dire, il y en a qui hésitent à écrire sur LinkedIn parce que qu'est-ce que ça va dire sur mon image professionnelle? Tu sais? Donc, munissez-vous ou attaquez des sujets euh, qui sont assez intéressants pour les autres, mais sur lesquels on ne peut pas vraiment vous attaquer au début. Par exemple, nous, on a décidé de parler de comment on a créé deux équipes Scrum from scratch. Donc, c'était des trucs qu'on donnait. Voici comment on l'a vécu, voici ce que ça a donné, puis voici ce qu'on a essayé, n'a pas marché. Qui peut me dire que j'avais tort de faire ça? Honnêtement, personne n'était là. Ceux qui étaient dans la salle, en tout cas. Et donc, c'était très difficile de dire, ben, Olivier, t'as pas raison. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti beaucoup plus en confiance. Donc, déjà, je vous ai donné pas pire des trucs. Là. Je sais pas s'il y en a qui sont eux-mêmes en train de considérer à donner des conférences, donner des formations, mais ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Et finalement, c'est des retours d'expérience. Hein. Bah, c'est ça, et moi c'est ce que j'avais fait aussi, c'était un retour d'expérience sur ce que j'avais fait, donc j'étais pas fou. Enfin, au départ, je voulais partir sur un truc plus philosophique, mais c'est vrai que parler de ce que tu sais faire, c'est plus simple Ouais, puis aussi, parce que tu maîtrises plus ton narratif aussi, oui, ben pour oui, en fait, tu compléter ce l'as que tu vécu. dis. Bah oui, voilà. Donc, et pour répondre aux questions, en fait, tu peux répondre à toutes les questions. Ouais. Tu vas pas Donc, te retrouver tout seul. exact. Fort intéressant. J'aimerais ça qu'on regarde un peu qui ça affecte le syndrome de l'imposteur, hein, parce que dans l'intro, je dis que ça affecte tout le monde. Ça peut avoir l'air d'une généralisation. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont peur de rien. Mais tu sais, souvent, c'est l'image qui nous donne d'eux. Hein. Mais en arrière, le hamster se fait aller aussi. J'ai déjà parlé à un PDG qui était assez récent. Hein. C'est la première fois qu'il était PDG d'une entreprise. Et je suis allé lui parler après quelques mois, après qu'il soit en poste. Je lui ai demandé, puis depuis le début, là, tu as l'impression d'être en contrôle combien sur 10? Il dit honnête, max 3 sur 10. Puis ça n'a jamais monté plus haut. Fait que même un PDG d'entreprise, c'est sûr qu'il y en a qui font ça depuis 15 ans, mais il n'y a jamais deux situations pareilles. Hein. À chaque fois que tu as quelque chose de nouveau qui arrive sur ta table, quelque chose que tu dois gérer, le contexte n'est jamais pareil. Donc, il n'y a pas vraiment une solution que, en tant qu'expert, tu sais qu'il faut faire par cœur. En fait, ça serait même presque dangereux de ne pas avoir à reconsidérer toutes les variables, de ne pas avoir à se poser, à inclure d'autres personnes autour. Qu'est-ce que tu ferais toi? Donc, c'est toutes des choses qui sont très saines à faire, mais même qu'un PDG va y faire face. J'ai trouvé ça assez humble de sa part de me dire ça. Et je suis PDG, ça fait 6 mois, puis j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais je me débrouille, puis je m'entoure. C'est essentiellement comme ça que j'ai géré ça. Je trouve ça fort respectable que quelqu'un qui soit en position d'autorité comme ça ait été dire ça à comment on appelle ça, un N-3 que j'étais. Et je lui ai aussi proposé, est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi je peux t'aider? Et lui m'a questionné à ce moment-là sur mon syndrome de l'imposteur. D'où tu viens pour m'offrir de l'aide? Je veux dire, comme, il y a des gens que c'est leur job m'aider qui ne m'offrent pas de l'aide. Et j'ai dit, ben, tu sais, j'ai appris que essayer des choses, ça fait pas mal. Puis, ça en est resté là. Mais c'est un petit peu ça, hein. À force de faire des choses que tu n'es pas habitué de faire, tu te rends compte, pour essayer quelque chose, là, pour essayer de nager, apprendre à nager, un bon moyen, c'est de jeter dans l'eau. Et là, je ne veux pas dire dans un océan rempli de requins, mais dans une piscine où tu ne te noieras pas, et que s'il y a des animaux, ils ne sont pas mangeurs d'hommes. C'est-à-dire que tu peux toujours contrôler un peu l'environnement de ta piscine. L'eau n'est pas trop froide, pas trop de vagues. Et c'est ça l'idée derrière, hein? De contrôler un petit peu les paramètres de l'événement dans lequel tu veux te lancer et que ton syndrome de l'imposteur dit non, fais pas ça. S'il y a un maître nageur dans la piscine, c'est encore mieux.
Ben oui, En voilà. dehors. Ou si on est 3 ou 4, hein, puis qu'on se donne des trucs. C'est C'est ça. exactement ça. Je disais, il y a aussi, moi je connais beaucoup de monde aussi, parce que je connais plein de gens qui étaient en reconversion comme moi, etc., qui ont syndrome de l'imposteur et je trouve ça encore plus fréquent chez eux. Mais comme tu disais, en fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une bonne chose et il faut le garder, en fait. Et en plus, ça t'amène de l'humilité. Oui, Et il faut savoir, je pense que quel que soit le métier ou même d'un point de vue perso, il faut savoir rester humble et savoir pouvoir demander de l'aide, mais aussi savoir écouter ce que les autres ont à te proposer ou à te dire. Après, t'en fais ce que tu veux de ce qu'ils te disent, etc. Mais ça te permet de rester accessible et de pouvoir justement prendre l'avis des autres. c'est vrai. Parce que si on hésite et on recule finalement, hein, on ne prend pas de chance. Je ferai pas ce que je songeais faire. On ferme aussi beaucoup de portes. On ferme des portes à ben, des pistes de collaboration, hein, parce que veux pas, tu t'exposes à d'autres. Donc, ça va générer des gens qui vont venir te voir, des gens qui vont trouver que tu as des bonnes idées. Ça ferme des portes aussi à des pistes d'amélioration, des gens qui vont venir te donner un feedback constructif. Il dit, si tu veux, je peux te montrer les meilleures manières de faire ça, ça ou ça que tu as présenté dans ta conférence ou dans ton whatever. Effectivement, j'ai l'impression que quand on se demande qu'est-ce qu'on a à perdre, il y a beaucoup moins à perdre que ce qu'on peut gagner. C'est-à-dire, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment perdre en crédibilité? Oui, ça se peut, ou en respect. Mais tout le monde est humain. Et puis, j'ai déjà vu, moi, quelqu'un en conférence euh, qui avait planifié 30 minutes. Et après 7 minutes, tout était passé, c'était fini. Puis la personne est allée dans son coin faire, c'était un désastre. Puis je suis allé la voir, puis j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'est un désastre? Tu sais? Et elle me dit, c'est parce que c'est moi qui donnais la conférence ici, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, je maîtrisais un peu, mais pas assez. Et cette personne-là, j'ai dit, parfait. La prochaine fois, parle de quelque chose que tu connais. Puis cette personne-là, maintenant, elle fait pas juste des conférences, là. Maintenant, elle a sa propre entreprise, puis elle passe dans le journal. OK? Donc, tu sais, je dis pas que c'est à cause de mon intervention, mais cette personne-là est passée outre son syndrome de l'imposteur, elle ne s'est pas arrêtée là. Euh, puis c'est ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que, puis toi, tu disais en plus avant, tu étais dans le domaine de la santé, hein? Ouais. Euh, tu, tu, dans le domaine de la santé, ça se peut qu'il y a des gens que si tu te trompes, ils s'en sortent très mal. Tu sais. Alors que si on va faire une conférence, honnêtement, comme on dit souvent, il n'y a pas de vie humaine en jeu. Le bateau, le bateau n'est pas pris en feu puis il ne coule pas. Personne ne va mourir si tu te trompes. Personne ne va mourir si c'est une mauvaise conférence. Personne ne va mourir si ce que tu tentes de faire ne fonctionne pas. Ça me fait penser à une anecdote justement de ce que tu dis, parce que dans mon dernier boulot, je travaillais en réanimation notamment. Ah Et quand ouais? on m'appelait, c'était vraiment une question de... C'était des patients, pour faire simple, qui s'extubaient, et donc il fallait évaluer si... le réanimateur demandait s'il fallait le réintuber ou pas, et c'était à moi d'évaluer, quoi. Et Hum. généralement, quand il t'appelait, t'arrêtais tout ce que tu faisais, tu descendais à l'area et t'y allais. Et là, il y avait vraiment des enjeux. Alors, pas forcément de vie ou de mort, mais c'est quand même des enjeux assez importants, quoi. Ben oui. Et, euh, et le premier incident que j'ai eu en Haïti, c'était 6 mois après que je sois arrivé dans ma boîte, un incident de prod. Alors, intérieurement, j'étais paniqué et tout, mais extérieurement, en fait, j'avais mon sang-froid habituel, en fait, et puis je faisais ce que je pouvais, je communiquais, machin et tout, et mon chef, après, mon N+2 ou mon N+1, je sais plus, enfin bref, qui est venu me voir, il me dit, dis donc, j'étais étonné du sang-froid que tu as eu pendant l'incident, t'es un junior, c'est ton premier incident, tu as réagi, mais super bien et tout, t'étais pas paniqué. Et je lui ai sorti, bah ouais, mais en fait, c'est qu'un incident de prod, il n'y a pas de vie en jeu. Moi, avant, c'est plus complexe, quoi. Là, Pourrait avoir des vies en jeu, mais je veux dire, dans ton cas, c'était pas le cas. non, Mais mais il y non, en a là, qui c'était. travaillent en IT, hein, que ça peut être. Oui, mais là, c'était pas le cas. C'était juste Ah, un serveur, c'était un serveur Jira, quoi. On s'en ah fout. ouais, c'est ça.
Enfin, Je pense on à ça s'en parce fout que pas, mais récemment, il y a un hôpital pour enfants qui a été victime de rançongiciel. Et on va dire que pas avoir accès au système critique, il y avait peut-être des vies en jeu, là, mais ça s'est bien passé finalement, apparemment. Ouais. OK. Une autre chose que je voulais parler avec toi, puis ce que j'ai remarqué, hein, parce que, je veux dire, à force de se côtoyer, euh, ceux qui, à la longue, finissent par maîtriser leur syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui osent. Puis oser, ça a l'air intense, genre, wow, OK, je vais faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Mais c'est pas aussi, c'est généralisant, ça, tu sais. Et oser, c'est pas juste faire les choses que les autres ne penseraient pas faire, c'est faire des choses que nous, on pensait pas faire hier. Mais demain, ça va être facile. Le défi est beaucoup plus personnel, je pense. Tu sais, c'est pas les autres qu'on doit convaincre quand on veut battre le syndrome de l'imposteur, c'est nous-mêmes. ouais, c'est ce que je disais, c'est une sorte d'auto-challenge, quoi. Et puis c'est sur des. En plus, l'avantage, c'est que c'est à toi de contrôler aussi sur quel challenge tu veux te lancer. C'est pas quelqu'un qui va te dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, tu choisis, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et vu que ça vient de toi, bah, c'est ton petit défi perso, quoi. C'est un peu comme ceux qui veulent se lancer. On est au mois de janvier, c'est le mois des résolutions pour certains. Oui. Moi, j'en fais pas personnellement, hein, mais où ils se disent ouais, je vais faire du sport. Bah, c'est un peu le même truc en fait. C'est ouais, tu te lances le challenge. Et moi, je me lance mes challenges plus en fonction de l'opportunité et de l'évolution. En fait, j'ai pas de plan préétabli, en fait. C'est juste en fonction des opportunités qui viennent et aussi en fonction de mes envies qui évoluent au fur et à mesure du temps, puisque t'as pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 40. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai. C'est intéressant aussi parce que là, on parle beaucoup du défi personnel, hein. Mais il va y avoir des situations. Et je pense nécessairement à la petite école et l'école secondaire, par exemple, où ton syndrome de l'imposteur va apparaître immédiatement parce que tu es acculé à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, mais que tu dois. Mm. J'ai en tête les exposés oraux devant la classe, par exemple. La terreur de tout étudiant, sauf les quelques extravertis qui aiment vraiment beaucoup ça. Je veux dire, moi, j'en faisais des cauchemars, là. Des cauchemars. Et j'aurais jamais pu me convaincre, mon jeune Olivier. Éventuellement, tu vas donner des conférences, puis c'est toi qui vas te proposer pour le faire, et même que tu vas être payé pour. J'aurais jamais cru une chose pareille, jamais. Puis en fait, j'aurais jamais cru que j'aurais un podcast non plus, hein, ou des shows YouTube de toute façon. Donc, c'est toutes des choses que j'ai fini par faire, mais pour me rendre compte que, un, ça fait pas mal, deux, je suis en contrôle, je fais ce que je veux. Et tant que ça vient de mon propre gré, c'est assez sécuritaire pour que je tente des choses, trouver un moyen qui fonctionne. Parce que ça, c'est vrai en agilité, hein, c'est vrai aussi dans le syndrome de l'imposteur. Trouver ce qui fonctionne pour vous. Euh, Moi, je me suis rendu compte lors de mes premières conférences qu'à partir du moment où les gens riaient, tout allait bien. Je vais lancer mon texte. Donc, j'ai pris l'habitude de faire des blagues tôt. C'est vrai dans le podcast, c'est vrai dans mes conférences, c'est vrai dans mes formations. Je pars tout le temps avec quelques blagues. À partir du moment où je vois que les gens sont détendus, ils sourient, j'ai l'impression que j'ai set de ton un peu, hein, j'ai imposé un ton. Et puis, je fais quelques blagues par-ci par-là et tout se passe vraiment bien. Donc, il faut explorer aussi. Il ne faut pas le faire qu'une fois et se dire, ça y est, c'est fait. J'ai plus besoin jamais de le faire. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, tu parlais de gens extravertis, etc. Moi, je sais, je suis introverti. On dirait pas comme ça, mais je suis introverti. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que enfant, j'ai fait du théâtre et j'en ai fait de 12 à 18 ans. Malgré que je sois introverti, donc autant avant de monter sur scène, je peux te dire, et même avant ma conférence, hein, j'avais mon collègue qui était à côté de moi, il se moquait de moi parce que j'étais une vraie boule de nerfs, quoi. J'étais vraiment en stress absolu. Mais une fois, en fait, je pars en mode, ça y est, c'est le show, quoi. Ouais. Tu vois, comme une pièce de théâtre, une fois que tu es sur les planches, tu lances ton truc,
toujours une petite blague au début. Pareil, moi, je suis assez humour, enfin blague. Moi, après, j'essaye de pas faire mon humour à moi parce que c'est de l'humour plutôt noir et sarcastique. Donc Nous des fois, aussi. ouais, mais quand tu connais pas le public, t'évites quand même des fois parce qu'il faudrait pas choquer quand même. Faut pas se mettre à dos les gens. Mais ça, en fait, c'est pas, enfin, tu vois, toi, tu parlais de donner le ton. Moi, je dis, c'est plutôt capter l'audience. Et Aussi. quand je faisais mes cours aussi, tu sens tout de suite si tu as ton audience qui est avec toi ou qui est pas avec toi. Et après, moi, j'adapte mon rythme en fonction de ce que je ressens de mon audience. Et je pense que ça me vient aussi du théâtre, en fait. Ah, Parce que justement, tu sens, tu sens s'ils sont là ou pas, de la façon à se tenir sur leur chaise, tu sais, de tout ce qui est langage non verbal, etc. Et tu le vois dans la globalité, en fait. Et tu vas cibler, tu vas voir, tiens, il y a celui-là qui retient pas, donc je vais essayer de le réattirer. Eux, c'est bon, mais il faut que je les garde aussi. Enfin, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est d'autant plus facile, quoi. c'est vrai. Tu m'as rappelé quelque chose de ma jeunesse aussi, quand tu parlais de théâtre tantôt. Quand j'étais à l'école secondaire, donc à 13 ans à peu près, euh, il y avait eu une annonce comme quoi il y aurait des activités le midi pour faire de l'improvisation. Et moi, je savais que c'était très drôle. Puis on a une culture assez forte d'improvisation au Québec, là. Il y a des ligues d'improvisation là, quand même qu'on peut aller voir. Ça passe même à la télévision parfois. Donc, moi, j'ai dit, ah, ben, je vais aller m'inscrire pour me rendre compte après l'inscription que c'est devant le public. Oh, je savais pas. Je sais pas pourquoi je savais pas ça, là, mais j'imaginais pas qu'il allait récolter un public le midi devant ça. Mais je suis allé pareil, en me disant qu'est-ce que le pire qui va arriver? Hein? Je décrocherai, puis je dirai que je ne viendrai plus. Et pour être quelqu'un de notoirement introverti, c'est pas parce que j'ai une grande gueule que je suis pas introverti. C'est pas la même chose, gêné et introverti, hein, pour les auditeurs, là. Introverti, c'est plus, j'ai besoin d'être dans ma tête pour récupérer mon énergie. Et quand je suis en train de faire ce que je fais là, ça me puise mon énergie. Donc, je vais aller me reposer après mentalement. Les extravertis, eux, ne savent pas être dans leur tête. Hein? Ils aiment ça tout le temps être vers l'extérieur. Donc, ils sont beaucoup plus à l'aise devant une classe parce qu'ils sont dans leur élément. Donc, ouais, ça a fait de moi, ben écoute, d'abord, je me suis fait des amis, chose que je ne savais pas faire à l'époque. Je ne sais toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que si je cherche des amis, je ferais de l'impro. Mais, euh, mais ça m'a apporté beaucoup de choses et malheureusement, je n'ai pas retenu beaucoup de choses de ça. Dans le sens que j'ai retrouvé mon syndrome de l'imposteur à la première fois où j'ai dû refaire quoi que ce soit devant des gens. Donc, c'était pas encore quelque chose un concept qui était libérant pour moi de faire face à mon syndrome. Mais c'est ça, il faut le faire souvent pour que ça s'en aille. Puis bien honnête, j'en ai fait encore depuis la pandémie des conférences devant un groupe là, en personne. Je suis encore stressé avant, là. J'ai décidé de m'en foutre. Je suis stressé, puis c'est ça. Après, ça va être correct. Mais enfin, moi, je trouve ça normal de stresser, en fait. Ah C'est oui. aussi parce que tu accordes de l'importance à l'événement, justement. Et il n'y a pas forcément. Enfin, c'est plutôt sain. En fait, moi, le stress, après, je le transforme en énergie, en fait, derrière. Mm. Par contre, derrière, je suis épuisé. Enfin, moi, je Ah, bien sais, sûr. moi, je suis comme toi, je suis un vrai introverti, donc ça m'épuise, quoi. Derrière, je pouvais plus assister aux autres conférences. Je me suis posé et la fin de journée, j'étais KO, quoi. Ah ouais. La C'est pire épuisant. chose là, pour un introverti, là, c'est 2 ou 3 journées de suite de formation à devoir se concentrer sur quelqu'un d'autre. Moi, je sors de là, je suis déshydraté. OK? Mes yeux piquent, là. C'est vraiment l'enfer. Donc, ouais, même chose. Quand je donne une conférence, j'essaie de la donner tôt dans la journée. Comme ça, après ça, je peux m'en aller. Tu as dit quelque chose d'important aussi. C'est vrai que c'est important d'être stressé quand même. C'est important d'avoir le syndrome d'imposteur parce que qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est qu'on est en train de se remettre en question. Et c'est quelque chose qui est sain. Parce que, imaginez, vous connaissez probablement quelqu'un quelque part dans votre entourage qui se remettra jamais en question, qui a toujours raison et qui le sait.
Est-ce que c'est une personne agréable? C'est une personne qui a perdu la capacité à se remettre en question. C'est, mais à la limite, dangereux. Peut-être pas pour vous autres personnellement, pour une entreprise, par exemple, seul l'est, je vous le garantis. Hein? Quelqu'un qui a arrêté de se poser, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non. Je sais ce que je fais et je le fais. C'est, je pense que ça nous garde humble. Hein? On a parlé d'humilité tantôt, c'est vrai. Ça nous garde humble, dans le fond. On sait qu'on ne sait pas tout. C'est un rappel. Et ça, ça garde aussi une vigilance Ouais. en plus. Avant de conclure, j'aimerais ça qu'on fasse un peu de méta, qu'on recule et qu'on regarde notre discussion depuis le début. Comment ça se passe? Bah, ça va, hein, tu sais. Moi, je sais pas si t'as vu, j'ai bu une tasse entière de tisane plus la moitié d'un grand gobelet parce que pareil, je me déshydrate Pas à trop force de d'alcool parler. là-dedans? Non, non, pas zéro. C'est juste de l'eau avec du sirop, donc ça va. Ça. Non, Parfait. pas à cette heure-ci. Chez moi, il est 21h de 15, hein, donc. Donc, tu sais, en gros, on va se le Mais dire, là, ça ressemble à une discussion Zoom dans laquelle on reprend quelques phrases parce qu'on prononce mal quelques mots. Puis, on a un plan que je suis de manière assez lousse, donc plus ou moins. Puis, non, mais c'est cool de faire comme ça, je trouve. ouais, C'est plus et puis c'est plus spontané, tu vois. Ça fait vraiment discussion et c'est vrai que quand tu m'avais présenté le format, j'étais plus rassuré parce que faire un truc où tout est paramétré ou à la phrase près, etc. Je pourrais pas. Enfin, moi, je pense qu'on fonctionne aussi un peu pareil là-dessus. C'est en fonction du feeling du truc, ça vient. Et puis, mais c'est vrai que j'avais un peu les pétages quand même. Mais bon, après, j'aurais plus les pétages quand ça va être diffusé. Mais Ah, ben, ça, il arrive pas grand-chose à part des gens qui vont dire Hey, cool, je le connais, lui. après, mais tu sais que j'ai ma femme, elle me dit, tu me dis quand il est publié parce que je veux faire. Elle a sa communauté de pratique agile aussi. Elle veut en faire une séance là-dessus Bien. en partageant la vidéo. Mais ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de me dire, c'est que quand je t'ai proposé un format, ça t'a rassuré, n'est-ce pas? Ouais. Alors que j'ai dit au tout début de l'épisode hein, qu'Olivier et Maurice, les trois quarts du temps, ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça n'aurait pas dû te rassurer. Non, Mais mais je sais très bien que vous savez ce que vous faites, hein, un minimum. en Vous fait, avez ben, l'habitude. c'est une discussion qu'on a souvent, c'est que on sait des choses. T'sais, on connaît des Ah oui. théories, on a fait on a de la pratique, oui, effectivement. Mais c'est comme quand, regarde, on est consultant, là, parfois. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, là, t'as beau avoir quelques certitudes puis savoir des choses, le contexte, tu le connais pas. Les gens, tu les connais pas. Donc, Ah non. la théorie ne tient pas à grand-chose jusqu'à temps que tu puisses absorber les données, hein, puis les paramètres autour de toi. Puis à partir du moment où ce que tu as assez observé, tu peux, puis je vais le dire en termes bold, là, tu peux improviser quelque chose qui va marcher. Tu sais, donc, on connaît plein de théories, oui, c'est sûr, mais les trois quarts du temps, on arrive dans une situation, on ne sait pas c'est quoi la solution. Mais on est très bon, pour le dire, on l'admet, on ne sait pas c'est quoi la solution, mais on a ce qu'il faut pour bien s'entourer. On va chercher l'expertise des gens autour. On est inclusif, hein? Comme consultant, on n'impose pas des solutions. On va chercher les solutions avec les gens qui vivent la situation. Donc, on réussit en sachant pas c'est quoi la bonne solution, à aller la chercher. Donc, on est bon à ne pas savoir ce qu'on fait. Oui, bah oui. On maîtrise bien ça. Et c'est la même chose pour le podcast, tu sais. J'ai aucune idée si cet épisode-là va être populaire ou pas. J'ai décidé de m'en balancer. Je le fais parce que c'est un sujet intéressant avec quelqu'un qui est plaisant avec qui discuter. Oh, Puis, c'est gentil. je t'aurais pas invité sinon. Mais l'idée, c'est ça. Tu sais, au final, je le fais parce qu'il faut le faire. Je pense que ça va aider les gens. Et le jour où j'aurai plus la certitude que ça aide les gens, je me remettrai en question. Ouais, bah oui. D'ici là, je continue. Et, et tu sais que même dans le médical, tu sais pas forcément t'improvises aussi, hein.
Tu as besoin de données. Bah oui, voilà. Non, et puis c'est surtout les données psychologiques des gens, en fait. Parce que chaque personne a son propre vécu, etc. Et moi, je disais toujours à mes élèves, vous verrez. Parce que vu que Hum. j'étais prof et encadrant de stagiaires, je leur disais, vous verrez, il y a la théorie, mais il y a la pratique. Ouais, Et il faut pas s'inquiéter qu'il y ait, par rapport à la théorie, qu'il y ait plein de pratiques différentes et qu'en plus, ben, on fait pas du tout en pratique ce qu'on a vu en théorie parce qu'il faut s'adapter. Et c'est pour ça que l'agilité, moi, ça me parle, c'est que quand tu es dans les métiers du soin, et ma femme a été docteur en pharmacie, tu vois, avant. OK. Maintenant, elle est testeuse. Maintenant. Elle a fait une reconversion aussi dans l'IT. Et c'est en fait c'est pour ça que les gens ils disent ah mais dis donc vous vous adaptez vachement bien parce qu'ils trouvent qu'on a c'est les soft skills que t'apprends pas en informatique. C'est que Hum. nous on apprend dans nos métiers à comprendre les gens, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment interagir avec eux et s'adapter en fonction de leur profil. Absolument. Puis tu sais, on parlait tantôt de la théorie. C'est sûr que la théorie, c'est tout le temps bon à garder en tête, mais il faut jamais oublier que la théorie ne peut pas prendre tous les contextes en compte. Tu sais, j'avais Ah non. quelqu'un qui, à chaque fois qu'on disait en théorie quelque chose, elle répondait oui, en théorie, le communisme fonctionne. Tu vois, mais dans la pratique, pas grand monde qui ont réussi à le faire fonctionner de façon intéressante. Tu sais. Donc, effectivement, la théorie à garder en tête, mais la mise en pratique, essayer les choses. Hein. C'est ça, c'est aller chercher de l'expérience, mais aussi de la perspective. Essayer les choses dans plusieurs contextes. C'est comme ça qu'on devient un bon consultant aussi, en fait. Hein, d'avoir pu voir des choses arriver différemment dans différentes entreprises, te donne beaucoup de perspectives. Si tu restes dans la même entreprise très longtemps, tu as moins de perspectives. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il faut oser être consultant. Moi, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur avec ça. Donc, mais j'ai osé. Puis, j'avais une petite citation dont je t'avais parlé l'autre jour, hein, du peintre Van Gogh, qui disait Ouais. essentiellement si, je le nomme je la cite de mémoire, là, si une petite voix te dit tu ne peux pas peindre, ben, ma parole, prends un pinceau et peins, et cette voix se taira à jamais. Donc, faites quelque chose, là, vous allez voir que c'est faisable. Peut-être que vous n'allez pas réussir du premier coup, mais certainement, vous n'allez pas en mourir. C'est un petit peu ça hein, qu'on veut que les gens retiennent de cet épisode-là. L'idée avec le syndrome de l'imposteur, c'est pas de complètement pulvériser votre zone de confort non plus. C'est de l'agrandir assez pour que ça fasse une différence. Parce que si on l'agrandit tellement peu que c'est tellement des petits pas, une manière, on se rend nulle part. Il faut assez l'agrandir pour que ça fasse une différence sans la déchirer, votre zone de confort. Il faut l'agrandir. Et, euh, et plus vous le faites souvent, plus votre zone de confort va être grande. Et c'est là qu'à un moment donné, on n'a plus peur de rien. Hein. Ma zone de confort, je la pousse un petit peu, puis j'absorbe là, le truc que je voulais faire que je n'osais pas, simplement. Je le vois comme une Moi, bulle. ce que je faisais comme analogie souvent avec mes étudiants, où je leur disais ce qui est intéressant, parce que j'ai fait tous les modes d'exercice qui existaient en santé, etc. J'ai fait plein de services différents et tout ça. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un arc. Hmm, Plus vous avez de cordes à votre arc, plus vous serez à l'aise. c'est vrai. C'est un peu ça, tu vois, c'est avoir une harpe à la fin, quoi. C'est Et, plus un arc, c'est une harpe. et un bon truc aussi, justement, tiens, c'est un truc qu'on donne dans notre manuel pirate. Euh, quand vous apprenez quelque chose, peu importe ce que c'est, là, OK? Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une maîtrise pour l'enseigner à d'autres. OK? Vous apprenez quelque chose, allez immédiatement le transférer, cette connaissance-là, à quelqu'un d'autre. C'est un très bon moyen de repasser par-dessus ce que vous avez appris. Vous allez peut-être voir des choses qui ne fonctionnent pas, vous allez réessayer de nouveau avec quelqu'un d'autre. C'est un bon moyen aussi pour apprivoiser son syndrome de l'imposteur, apprendre à transférer les connaissances aux autres. On ne maîtrise pas tout, puis on ne vous dit pas de dire que vous connaissez tout ça par cœur, là. Mais l'idée étant, si on a appris quelque chose d'intéressant, en le répliquant pour d'autres, on le maîtrise davantage, puis c'est une manière d'être plus en contrôle, finalement. Je trouve ça Et, et ça intéressant. fait, et ça facilite les échanges parce que celui que tu auras
avec qui tu auras partagé, il va se renseigner aussi, et du coup, il va y avoir des échanges sur ah oui, et t'as vu ça? Ah ouais, non, j'avais pas vu ça, etc. Et c'est comme ça que en fait, tu utilises. Alors, je pense que le piège principal du syndrome de l'imposteur, c'est de s'isoler, en fait. C'est vrai. C'est de rester seul. Ouais, ne Et de pas se dire oser. non, je bouge pas, je Je moufte pas, et etc. ne demanderai pas d'aide. Mhm. Je prends pas d'initiative. Mhm. Je reste à faire ce que je sais faire et c'est tout. Donc, Et de toute façon, l'omniscience n'existe pas. Donc, oh, non, effectivement, malgré ce que certains pourraient nous faire croire, l'omniscience n'existe pas. Et sur cette pensée très philosophique, mon cher, j'aimerais te remercier. C'est très gentil d'avoir affronté ton syndrome de l'imposteur pour venir remplir un trou qui est quand même pas rien. Remplacer Maurice? j'ai pas Hein? cette prétention-là. Non, non, mais tu as déjà un début de barbe. Tu es en bonne position quand même. Ouais, mais j'ai trop de cheveux en fait. Il faudrait que je mette les cheveux en barbe Voilà. Et pour puis, ressembler plus ouais, ouais, ça et marche un peu plus vieux. à peine, à peine. Donc, merci beaucoup d'être passé. Si on veut te rejoindre, comment on peut communiquer avec toi? Mon nom. Oui, alors du coup, moi, j'ai pas de podcast, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai rien du tout à part juste mon LinkedIn. Donc, si vous voulez me trouver, soit avec mon nom et mon prénom, vous me trouverez facilement parce que des Vanderkamer, on n'est pas beaucoup, c'est que des gens de ma famille, donc ce sera facile. Et sinon, sur mon profil, c'est S Vanderkamer, donc Vandercamer. Merci beaucoup. Tiens, Merci à toi. pour faire aller ton syndrome de l'imposteur, je te laisse le mot de la fin. Bah, moi, je voulais te remercier pour m'avoir invité, parce que mine de rien, c'est quand même la pression de remplacer Boris. Euh, Ça s'est bien passé, hein. En fait, c'était juste une discussion presque entre amis, comme sur le Zoom de Patreon, quand on discute entre nous. Et franchement, pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, bah, c'est pas grave de l'avoir. Deux, Personne. vous avez pas grand-chose à perdre. Et trois, bah, osez si, en fonction de ce que vous voulez oser. Et surtout, bah, peut-être commencer par des petits défis au lieu de se lancer tout de suite une grosse marche, mais step by step, pour reciter Alistair Cockburn dans son Heart of Agile. Des petits bouts par des petits bouts, faut pas passer de 4 à 8, faut passer de 4 à 4,5 et ensuite de 4,5 à 5. Excellent. Merci à vous, les pirates, d'être venus nous écouter. J'espère que si vous en avez un syndrome de l'imposteur, il va être un peu moins fort et moins contrôlant pour vous à la fin de cet épisode. Il y a beaucoup de nouveaux followers qui nous suivent en ce moment. Vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube ou nous donner même une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Maurice est moins actif, évidemment, étant donné son état de santé, mais moi, je suis encore là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis très facilement approchable. Et Sylvain également. Donc, merci d'avoir été là. Et on se voit la semaine prochaine avec un sujet que je ne sais pas encore. Je dois toujours trouver un nouveau collaborateur pour la semaine prochaine. Donc, ça sera un rendez-vous. À très bientôt, les pirates. Et merci beaucoup, Sylvain. À la prochaine. Merci, salut. Allez! L'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non! Ah!